Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'AGA TV. L'Observatoire économique des agents généraux est le sujet de ce plateau aujourd'hui. L'Observatoire économique des agents est le premier observatoire intermarque d'assurance à réseau physique. Il donne cette année et donnera les années suivantes une autonomie à la fédération sur la connaissance de l'environnement économique des agents généraux. Vous allez découvrir des enseignements factuels, mais aussi quelques éléments de prospective. Pour vous et pour la profession, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Grégoire Dupont. Bonjour Grégoire. Bonjour Luc. Vous êtes directeur général AGA. Maxime Le Tribaud, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes associé Eurogroupe Consulting. Nous avons le plaisir aussi d'avoir Arnaud Loubier. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président d'Interfimo. C'est bien cela? Tout à fait. Et Jean-Charles Pied est avec nous également. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes vice-président, président adjoint, excusez-moi, d'AGA. Vous allez découvrir les enseignements macro, mais aussi micro de cet observatoire, de votre métier. Nos invités commenteront bien sûr les chiffres importants. Ils parleront de vos clients, de vos agences, de votre organisation et bien sûr des perspectives économiques de votre métier. Tout d'abord, nous évoquerons effectivement la raison et la création de cet observatoire, ainsi que cette méthodologie pour planter un petit peu le décor. Grégoire Dupont, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou évoquer auprès des agents qui nous regardent la méthode, pourquoi effectivement vous avez créé cet observatoire? Alors, la volonté, clairement, c'est d'outiller la réflexion de la fédération. Comme ça a été dit, il y a beaucoup de monde qui parle des agents. Il y a beaucoup de données au sein de chacune des directions réseau des compagnies. Il y a quelques données marché, mais il n'y avait pas de données externes, inter-réseau, comme ça a été précisé. Donc c'était vraiment la volonté de donner corps à cette réalité variée d'agents généraux, puisque finalement le rôle de la fédération, c'est de fédérer des profils, de fédérer des données. Donc c'est bien l'objet de cet observatoire, c'est rassembler des données de différentes sources, ce sera évoqué je crois par mon voisin, pour pouvoir finalement orienter les actions de la fédération et donner un cadre de référence aux agents, quel que soit leur niveau de développement économique, création, regroupement ou départ à la retraite. Vraiment, c'est ces deux aspects, outiller la fédération et outiller les agents par rapport à leur développement économique. Maxime Le Tribaud, vous allez nous parler un petit peu de la méthodologie, puisqu'on va évoquer un ensemble de chiffres. Vous allez les commenter, messieurs. La méthodo. Comme l'a évoqué Grégoire à l'instant, en fait, il fallait collecter et récupérer le maximum de données pour pouvoir faire cet observatoire. Exactement. Donc, la première action qu'on a menée, c'est une grande enquête en ligne auprès des 12 000 agents généraux français auxquels on a eu un taux de réponse relativement élevé puisque on a à peu près un peu plus de 1000 agents qui ont répondu à cette enquête. Alors ce qui est important à noter, c'est que malheureusement dans cette première enquête, on n'a pas eu le taux de réponse qu'on aurait souhaité avoir pour les réseaux spécialisés vie. Donc on va probablement dans les années futures revoir un peu la méthodologie pour adapter l'observatoire également à ces réseaux spécialisés. Mais néanmoins, en plus de l'enquête en ligne que l'on a réalisée sur le mois d'avril de cette année, on a complété et croisé ces données avec les données de la CAVAMAC, qui est la caisse de retraite des agents généraux, pour pouvoir d'une part néanmoins proposer un certain nombre de données aussi sur la façon dont la profession des réseaux spécialisés vie évolue, sur les aspects notamment sociologiques, démographiques et économiques, sur la partie commissionnement et rémunération, mais également avoir une profondeur d'analyse sur une quinzaine d'années, puisque la CAVAMAC nous a permis d'avoir des données qui remontent à peu près à 2004. Donc l'enquête en ligne plus les données de la CAVAMAC nous permettent de couvrir l'ensemble des champs de l'observatoire de cette première année. Et on a également récupéré les données publiques qui pouvaient provenir de CGPA sur notamment les natures de commissionnement. Et puis de l'UNASA et de l'ARAPL sur l'analyse du compte de résultat des agents généraux. Donc l'ensemble de ces éléments nous permet aujourd'hui de partager les chiffres et les informations qu'on va discuter aujourd'hui. Que nous allons voir, donc des données accessibles et consolidées, et puis du déclaratif via le questionnaire avec un peu plus de 1000 répondants d'agents généraux. Jean-Charles Pied, vous avez
encadré le pilotage de ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On a mis en place déjà une méthode, on la sent déjà autour de la table, c'est-à-dire une ouverture à la relation à nos partenaires, déjà, pour pouvoir vraiment sécuriser effectivement cette data à travers nos partenaires de la Cavamac et autres. Donc ça, c'est important. On l'a ouvert aussi à une commission qui travaille chez nous sur la fiscalité, avec des collègues référents qui nous ont permis aussi d'appuyer à la fois le questionnaire et tout ça. Donc ça, c'était dans la méthode, je pense que c'était important. Après, aujourd'hui, politiquement, il est évident qu'on ne peut pas vivre dans une fédération nationale sans avoir une data personnelle. C'est important. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'elle n'est pas présente avec nous, mais déjà c'est important pour notre président, puisqu'il faut vraiment bien se connaître aujourd'hui pour pouvoir discuter, rien qu'avec notre mandante déjà. Et puis on était très sollicités en fait par nos collègues aujourd'hui, puisque effectivement... Vos collègues agents généraux ? Voilà, nos collègues agents généraux qui ont quand même toujours besoin... De donner un peu plus... Ouais, puis d'être sécurisés. Est-ce qu'on est bien dans le moment sur cette charge-là, ou sur notre chargement personnel, ou sur notre développement, comment va la vie économique ailleurs, dans les autres réseaux. Donc ça, c'est très important, et c'est un outil qu'on leur avait, entre guillemets, un peu promis, et puis c'est l'heure de l'avoir, c'est quelque chose qui nous manquait à la fédération. Il n'y a pas de lien avec le Covid? Est-ce que c'est le hasard qui a fait que... Non, c'est pas le hasard, c'est la préparation de notre campagne, et derrière ce mandat, avec Pascal Chaplon et le comité directeur qui a été élu, on a beaucoup travaillé sur notre programme des 3 ans, et on faisait quand même le constat que cet élément manquait, il nous manquait vraiment ces données-là pour pouvoir sécuriser nos prises d'opposition. Aujourd'hui, c'est vrai que très souvent, Jean-Luc, vous l'avez dit dans votre intervention, mais très souvent, les chiffres qu'on leur reprenait, c'est des chiffres qui étaient donnés par nos compagnies ou par des tiers, mais moins affinés. On avait vraiment besoin d'affiner ça. Et puis après, on voit aussi qu'au travers de notre organisation nationale, régionale et puis les verticaux, ça nous permet aussi de faire de la matière pour aller voir nos collègues et puis animer tous ces espaces politiques. Donc voilà, on a planté le décor. Donc c'est le premier observatoire intercompagnie, donc qui globalise l'ensemble des réseaux d'agents généraux. Donc ça, c'est une première. On va rentrer dans le détail. Véritablement, vous allez avoir des chiffres, des éléments concrets qui vous concernent tous. Vous pourrez vous comparer potentiellement, mais aussi voir votre présent, votre activité, voir votre agence et le financement de la reprise. On va en parler aussi avec Arnaud. L'évaluation de son agence, de son éventuelle reprise, transmission, tout ça, on va le voir très concrètement. Mais avant cela, nous avons besoin d'avoir quand même des premiers commentaires un peu macro, en fait, sur les résultats de cet observatoire. Et on va commencer par le profil type, si je puis dire, de l'agent général. Maxime, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du profil type ? Alors, on va parler de moyenne, puisqu'on est sur le profil robot type, effectivement, d'agent général. Donc, tout le monde va se reconnaître, mais en même temps, se comparer, voilà, ça va ressembler à tout le monde et en même temps à personne. Alors, ce qui est intéressant dans le profil d'agent général 2022, c'est qu'il y a des éléments qui demeure, on va dire, fixe si on regarde sur les 15 dernières années. C'est notamment l'âge moyen des agents généraux aujourd'hui. Il est de 49 ans, il était à peu près de 49 ans il y a une quinzaine d'années. L'âge d'entrée dans la profession également, qui est autour de 40 ans. En 2019-2020, il était également autour de 40 ans il y a une quinzaine d'années. Donc ça reste un métier, on va dire, de deuxième partie de carrière, si on veut l'analyser de cette façon-là. Ce qui est intéressant à regarder dans les choses qui évoluent, par contre, et là je vous laisserai le qualifier, mais je crois que c'est plutôt positif, c'est le taux de féminisation de la profession, puisque aujourd'hui, il y a environ 1 agent sur 5 qui est une femme, donc une agent générale d'assurance. C'était 1 agent sur 10 il y a 15 ans. Donc en 15 ans, il y a eu une multiplication par 2 du taux de féminisation. Et ça va encore s'accélérer puisque si on regarde les agents qui rentrent dans la profession aujourd'hui, c'est 1 agent sur 3 qui est une femme. Donc on peut projeter globalement qu'à l'horizon 2030, il y aura entre 25 et 30% de femmes dans la profession d'agent général. Jean-Charles, vous voulez commenter ce profil agent, ce profil type ? Ce que j'aime bien rappeler quand même, effectivement, c'est qu'on est 12 000 cartes d'identité quand même. C'est important, parce que effectivement, on est plus ou moins loin dans sa carrière. On est avec une mandante qui nous marque quand même. Faut être honnête. Il est toujours difficile de croiser un collègue sans vraiment lui demander tu travailles pour quelle compagnie. Donc on a un marqueur qui est au-delà. Fort. Voilà, qui est un marqueur fort. Alors évidemment, après, quand on s'engage un peu plus dans la politique de la fédération, on a tendance à passer un peu au-dessus de ce marqueur, mais la globalité de nos collègues sont marqués. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 000 cartes, comme le disait Maxime. Donc, attention quand on veut se comparer. On a essayé de trouver un socle commun.
pour pouvoir communiquer. Donc effectivement, l'agent moyen. On se rassure aussi en disant qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même un jeune agent. 49 ans de moyenne, donc il est dans une dynamique de sa vie. À un moment, il a fait le choix d'être plutôt entrepreneur en plus, voilà, donc ça a besoin d'énergie. Et donc c'est important pour la profession d'imaginer que l'agent qui rentre à 40 ans et qu'il a 49 ans de moyenne, et on sait qu'au final, il fera certainement la fin de sa carrière dans cette profession. Voilà. Pour terminer. Les enjeux de transmission qui aura. Exactement. On en parlera aussi avec Arnaud sur les enjeux de transmission. Grégoire Dupont. Oui, en complément de ce qu'a dit Maxime, des enjeux macro au niveau de la population, il y a deux éléments qu'on entend qu'il faut peut-être remettre à niveau. Le premier point, c'est on peut objectiver clairement cette tendance ou cette idée qu'on a du baisse du nombre d'agents généraux d'assurance. Sur des tendances sur 15 ans, bien sûr, oui, mais depuis 4 ans, on est descendu à un point bas qui était 11 500 agents généraux, et là on est à 11 900. Donc depuis 3-4 ans, on a une remontée en solde, évidemment, du nombre d'agents généraux. Donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs, je complète aussi avec, on en a parlé sur cette émission ou à d'autres moments, avec une population très dynamique des agents spécialisés vie, qui représentent une proportion importante des nouveaux agents généraux. Donc on est sur environ 900 nouveaux agents par an, dont au moins 300 qui sont des agents spécialisés vie, pour vous donner les chiffres. Ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est qu'on entend aussi le mot une profession vieillissante. Au plan démographique, c'est pas vrai. Il y a le même nombre d'argent, il y a une population identique finalement, quasiment, à 40 ans, 41, 42 ans, 43, 50, et à 59 et à 62. Il y a pas de... Voilà. Il y a une très belle répartition démographique qui fait que voilà, des gens généraux en fin de carrière, 65, 67, sont remplacés, aujourd'hui d'ailleurs, avec plus d'âge. Mais il n'y a pas de paquet, si je puis dire, d'agents en fin de carrière. Non, il y a une population qui est très étalée au plan démographique. Donc ça, c'est les deux points macroéconomiques qu'on peut... On le savait, mais on peut le révéler en donnant des chiffres dans le rapport final qu'on transmettra. Maxime, juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est effectivement depuis 3-4 ans, on constate une remontée sensible du nombre d'agents, y compris pour les agents généralistes, portés par les agents généralistes. Enfin, tu as raison. En tout cas, pas que portés par les agents spécialisés vie, y compris dans ces réseaux généralistes. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est plutôt global. 900 par an de nouveaux agents, c'est ça? Oui. Ouais, c'est assez considérable comme chiffre. Hein. Sur une population de 12 000. Bah ouais, ça fait pour pas loin de 10%, quoi. Enfin, donc un renouvellement aussi. C'est une profession qui se renouvelle très rapidement. Et ces 900 sur les 3 dernières années, c'était en moyenne 700 nouveaux agents sur les 10 années d'avant. Donc on voit qu'il y a cette accélération sur la profession en termes de renouvellement et de croissance. Alors, on va peut-être un peu se comparer, peut-être, d'une certaine façon, par rapport aux autres professions, aux autres travailleurs indépendants. Hein. Arnaud Loubier, vous êtes président, on l'a dit tout à l'heure, d'Interfimo, une structure qui travaille avec tout type d'indépendants, hein, vous allez nous le dire. Vous organisez le financement de la transmission, par exemple. Nous en parlerons également tout à l'heure. Vous apprenez, si j'ai bien compris, à connaître les réseaux d'agents généraux. On renforce notre connaissance. Vous renforcez votre connaissance des agents généraux, mais vous connaissez très bien d'autres secteurs plus réglementés. Que pensez-vous de ce profil agent? Est-ce que vous voyez effectivement des écarts ou des ressemblances par rapport à ce que l'on vient de dire? Je vais peut-être préciser ou rappeler très rapidement ce qu'est Interfimo. Hein. C'est une société de financement qui a été créée il y a un peu plus de 50 ans par des professions libérales au service exclusif des professions libérales. Et c'est toujours ce que nous faisons aujourd'hui, par le biais de ce qu'on appelle un fonds de garantie dans lequel tous les emprunteurs cotisent, ce qui fait que cette mutualité est forte puisque vous avez le Toubib qui va cautionner l'agent général d'assurance, qui va cautionner l'expert comptable, etc., etc. C'est cette mutualité qui fait la richesse de la collectivité des professions libérales qui se retrouvent autour d'Interfimo. Alors certes, aujourd'hui, on est filiale d'une banque qui s'appelle LCL, Grande Banque Nationale à 99%, mais on a conservé au sein de la gouvernance une majorité de professions libérales représentées au conseil de surveillance. Voilà. Donc c'est juste pour rappeler. Et donc on a une vision très large. On fait à peu près les 2 tiers de notre activité dans le monde de la santé. Après, il y a ce qu'on appelle les métiers du droit, les avocats, les huissiers, les notaires, les métiers du chiffre, expert comptable, commissaire aux comptes, et puis technique et cadre de vie. Et dans technique
technique et cadre de vie, tel qu'on le dit dans le milieu des professions libérales, on va retrouver, bien entendu, les agents généraux d'assurance aux côtés des architectes, des géomètres experts, etc. Donc le point commun entre toutes ces professions, c'est d'une part qu'elles sont réglementées, c'est notre spécialité. Réglementées, ça veut dire qu'il faut un diplôme pour exercer. Et il faut un diplôme et il faut démontrer des capacités et des compétences, voilà, qui sont les clés d'entrée, en fait, dans ces professions. C'est ça qui est essentiel. Donc ça, c'est le point commun. Voilà. Parce qu'en fait, dans notre métier, quand on fait du financement, qu'est-ce que mesure, c'est le risque. Et le risque, en fait, il repose essentiellement sur le dirigeant, la capacité qu'il a à exercer son métier. Est venu se greffer depuis quelques années, et depuis même de nombreuses années, la notion d'entrepreneur. Il faut être aussi entrepreneur. Il ne faut pas seulement être un homme de l'art. Quand on est un chirurgien, c'est très bien, mais ça aussi, c'est un autre point commun. C'est un autre point commun aussi, c'est cette capacité d'entreprendre. Et je crois que c'est une des forces des agents généraux d'assurance, c'est la démonstration qu'ils ont faite au fil des années de leur capacité d'entreprendre. Et ce que l'on constate aussi dans toutes les professions, et c'est ce qu'on développe aujourd'hui, c'est ces rapprochements qui s'opèrent, tout simplement parce que un agent d'assurance, quand il va vendre son portefeuille parce qu'il part à la retraite, il a développé toute sa carrière et il n'a pas forcément un seul acheteur en face, il va trouver 2 ou 3 associés qui vont devoir reprendre. Donc c'est un autre point commun, cette volonté de rapprochement. Et nous, on est là, bien entendu, pour financer ces transmissions, ces rapprochements et toutes ces opérations qu'on qualifie d'incorporelles, parce qu'en fait, on est sur des portefeuilles, on est sur des parts, des actions de société, on n'est pas sur de l'investissement immobilier ou matériel. Voilà, ce que l'on fait aussi. Donc globalement, ça se ressemble par rapport à des profils types d'autres professions. Voilà. En revanche, ce qui est très intéressant, cet observatoire, ça nous donne une vision plus fine de ce qu'est le métier d'agent d'assurance, parce que je reconnais humblement que même si on en finance depuis 50 ans, c'est pas notre activité phare et on a la volonté, avec l'AGA, de développer ensemble et d'être davantage partenaires au service du développement de la profession. Voilà. Alors, un autre élément de cet observatoire, on a parlé du profil type, ce sont vos clients, les clients. Nous allons effectivement aborder ce point-là désormais. On va prendre que quelques chiffres. De toute façon, vous pouvez avoir accès aux données de l'observatoire. Une partie des données via une infographie qui se trouve soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site d'AGA. Donc l'objectif, c'est pas de vous abreuver de chiffres, mais de peut-être creuser sur certains éléments. On voit par exemple que 2 tiers des clients des agents généraux sont des particuliers, 2 tiers d'un côté, et cela représente 54% des commissions. Donc il y a un petit différentiel. Est-ce qu'on peut tirer quelques enseignements de cela, Jean-Charles ? Déjà, moi je trouve que déjà on tient notre place au travers ce marché du particulier. On est capable de les séduire. Très souvent, on nous explique qu'on n'est certainement pas les distributeurs de demain. Mais si, on est très résilient, on a un vrai SAV, donc on existe. On existe dans cette partie de métier. Voilà. Donc après, on sait, qu'est-ce qu'on peut dire au travers ces deux chiffres comparés, si on a envie de les comparer. On sait qu'effectivement, c'est un métier difficile, le particulier, par rapport au professionnel. Il est difficile parce qu'il est exigeant, très forte concurrence entre nous, tous les distributeurs. Et donc aujourd'hui, il nous prend du temps. Mais aujourd'hui, malgré tout, quand on regarde ces chiffres-là, s'ils n'existaient pas, je ne sais pas combien on serait d'agents généraux, mais certainement beaucoup moins. Un peu moins, peut-être. Exactement. Donc voilà, donc moi, le premier enseignement que je tire politiquement de ce chiffre-là, c'est qu'on existe. On a une vraie part de marché. On va continuer à la défendre. Voilà. Après, par une structuration de nos entreprises, peut-être qu'on trouvera une efficience économique peut-être meilleure dans cette comparaison. Mais aujourd'hui, on a besoin d'eux. On est très, très heureux d'assurer beaucoup de particuliers. Et ce marché, à mon avis, est encore un marché... je veux dire, le tout, la toile, pour moi, c'est pas la réponse. On voit bien, beaucoup de grandes compagnies se sont cassées les dents en pensant qu'ils feraient tout par la toile. Voilà. Maxime, vous voulez commenter ce chiffre, ces 2 tiers des clients pour 54% des... Pour compléter ce que vient de dire Jean-Charles, sur la toile, par exemple, effectivement, le direct sur le marché des particuliers en France, aujourd'hui, il est moins de 2%. Il est moins de 2%. Il a dû atteindre 2,5-3% il y a quelques années. Il est redescendu en dessous de 2%. En souscription full digital. Alors, je parle full digital. Oui, pas de consultation. Non, pas de la souscription par Internet dans un réseau d'agents généraux. Je parle bien des acteurs full web. Et donc là, la part de marché est redescendue. Ce qui est important, c'est de voir que la baisse également de cette part de marché des agents généraux sur le marché des particuliers
et a freiné de façon significative dans les dernières années. On estime qu'il y a à peu près un tiers du marché des particuliers qui est vraiment intéressé et attiré par la proposition de valeur des agents généraux. Alors pas pour souscrire, mais en fait pour avoir un assureur expert dans une agence physique au coin de la rue, le jour où ils ont un sinistre. Et donc, ça représente à peu près la part de marché aujourd'hui des réseaux d'agents généraux, 35%, et vraisemblablement, cette part de marché devrait rester stable, en tout cas pour les 5 à 10 ans qui viennent. Après, ce qui est à noter, c'est que bien évidemment, on va y revenir tout à l'heure, mais plus les agences sont grosses, plus la part de l'activité sur les professionnels va être grosse aussi, parce que si la part de marché et le poids du particulier reste important, et fait vivre encore les agents généraux, ce qui va les aider à se développer, ça va quand même être de plus en plus le marché des professionnels. Mais on va y revenir, je crois, dans quelques minutes. Un autre enseignement dans l'infographie, hein, on voit que quelle que soit la taille de l'agence, en fait, l'activité est très majoritairement IRD. Hein. Oui. C'est 78% des commissions et 75% du temps passé par les agents. Grégoire. Oui, alors, petit rappel méthodologie, là je fais un petit peu comme les intervenants de la Sofres aux soirées électorales. Sur ces données, c'est des données issues de l'enquête qu'on a lancée en avril. Donc du déclaratif. Donc c'est du déclaratif, mais c'est uniquement sur les réseaux généralistes. D'accord. Voilà. Donc sur les réseaux généralistes, oui, c'est la part majoritaire le dommage, mais on peut le lire dans l'autre sens. Sur les réseaux généralistes, 26% du commissionnement et sur les assurances de personnes. Parce qu'on a tendance à opposer réseau vie exclusif, oui, ils font vraiment que de la vie, et réseau généraliste en mettant un signe égal, réseau généraliste et le réseau IRD. Non, 25% de l'actif, en moyenne, 26% de chiffre d'affaires d'une agence dite généraliste est sur la vie. Et comme vous le savez, c'est une moyenne, donc ça peut fluctuer. Mais c'est-à-dire que ce virage pour les réseaux bien sûr équipés, parce que un certain nombre de réseaux n'ont pas forcément une offre assurance de personnes développée ou pas du tout. C'est un vrai relais et qui est un relais de croissance. On a parlé des pros et c'est second relais de croissance. Donc c'est le socle, si je puis dire. Le particulier et l'IRD sont le socle, mais on a bien un complément très significatif et pertinent dans la couverture du client sur les assurances de personnes en général. C'est le socle et c'est une photographie à un instant T qui est amenée, on le verra dans les années à venir, éventuellement à évoluer. Jean-Charles, c'est aussi quand même notre histoire. Je veux dire, avant tout. C'est pour ça que je disais que c'était pas étonnant d'une certaine façon. On est quand même, malgré tout, c'était notre métier de base. Donc on est né sur l'incendie, et après bien sûr toute l'évolution des produits. Je pense qu'il y a aussi effectivement un élément qu'évoque Grégoire qui est très important, qu'on mettra en avant plus tard, mais on n'a pas analysé finement aujourd'hui la place quand même de l'assurance de la personne. Et au moment où on voit bien arriver quand même une espèce d'économie plutôt de l'usage que de la propriété, tous ces éléments-là, quelque part, ils vont un peu bouger, la mobilité, les enjeux, voilà. Donc je crois que l'observatoire, voilà, c'est la photo du moment, elle est importante de se faire, mais forcément, on va l'affiner demain et après-demain sur tous ces volets qui seront certainement nos parties de marché futures. À observer. Maxime, vous avez des compléments sur cette partie plutôt juste client? Un micro-complément pour dire, un des axes de développement, c'est le marché des professionnels. C'est le marché des professionnels, en premier lieu, sur l'IARD aussi, quand même. Et donc, ce qui explique que la part de l'IARD reste importante. Arnaud, c'est un point peut-être aussi quand même sur le professionnel. Je pense aussi que dans les équilibres, quand on revient sur les équilibres de l'économie de l'agence, on reste quand même dans des TPE. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut booster très rapidement ces CA avec du professionnel. On sait aussi que les fins d'année, on fait pas des nuits toujours tranquilles. Donc voilà, donc ça renvoie aussi à cet élément. Donc il y a le gain. On est d'accord, très, très rapide. Et puis après, voilà, à un moment, il y a des équilibres nécessaires. Et moi, je trouve que c'est quand même, au final, ces chiffres, c'est des bons équilibres pour un agent, voilà, un peu de mon âge, là, qui... L'agent moyen est représenté par Jean-Charles aujourd'hui. Arnaud, qu'est-ce que ça vous inspire, cette photographie que nos invités sont en train d'évoquer? Oui, écoutez, alors, si je parle en tant que financier, c'est extrêmement rassurant parce qu'on voit qu'on a quand même affaire à des activités qui assurent des revenus réguliers, un chiffre d'affaires régulier, mais aussi une rentabilité
qui permet d'une part un bon niveau de revenu pour les agents généraux eux-mêmes, d'avoir des salariés, et puis aussi cette capacité qu'on aura au moment de la vente d'un portefeuille sur la valeur qu'on voit, de le financer. Alors sur une durée qui est relativement courte, puisque ça se finance sur 7 ans, un portefeuille d'agent général d'assurance. Alors tout peut se voir en fonction de l'apport de chacun, etc. Mais bon, pour moi, si vous voulez, l'intérêt de toutes ces données-là, alors encore une fois, c'est des moyennes, il y a des écarts, bien sûr, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une forte stabilité dans la valeur une forte constance dans la valeur des portefeuilles, je trouve, autour de 1,2, 3, 4, voilà. Donc ça montre tout simplement qu'il y a une réalité, une capacité à financer les transmissions et donc à renouveler le nombre d'agents et la profession a de belles années devant elle, je pense. Merci de votre commentaire. Alors, on a commencé par le profil agent, le profil type. On a suivi avec les clients. Maintenant, nous allons évoquer l'agence, votre agence, et les perspectives de croissance de votre agence. On va se focaliser un petit peu sur le mode d'exercice. J'ai vu dans cet observatoire que 65% des agents généraux exercent en individuel. Grégoire Dupont, ça vous a surpris ce chiffre ? Alors non, parce que encore une fois, c'est une vieille profession, une profession avec un socle, et historiquement, c'est une profession libérale, justement, qu'on exerçait seul, autour d'un fort investissement personnel, avec la technicité tenue au niveau de l'agent, comme les professions libérales évoquées par Arnaud. Donc non, mais par contre, encore une fois, c'est le miroir. C'est donc 35% d'entre eux exercent à 2, 3, 4, 5, etc. Ça, par contre, ce chiffre-là m'a surpris, en tout cas, il est apparu sur notre bureau, voilà, on ne le pensait pas si important. Et justement là on l'a révélé, on savait que certains réseaux avaient fait des choix d'avoir des exercices pluri-associés, certaines grandes compagnies comme MMA Generali pour les citer, d'autres pas, mais là on a vraiment le chiffre global et le 35% à 2 et plusieurs, ça c'est plutôt un chiffre nouveau, en tout cas en termes de réflexion, qui commence à changer la donne quand on a plus d'un tiers d'un mode de fonctionnement, d'une profession qui a un mode de fonctionnement à plusieurs, donc les logiques de transmission, de taille de portefeuille, c'est très cohérent avec la taille, etc., avec la multispécialité, mais ça c'est une vraie évolution sur des temps longs, sur des dizaines d'années, passage d'un exercice vraiment individuel jusqu'à les années 80, 90, etc. Et là, 35% qui exercent à plusieurs, et on verra demain, mais ça donne plutôt un signe vers l'augmentation moyenne de l'agence et l'augmentation de l'exercice à plusieurs. On a un peu de profondeur sur l'évolution de ce chiffre ou pas dans l'observatoire ? Alors, non, pas encore, parce que là, ce sont des données qui sont issues de l'enquête. Déclaratives, donc on verra l'année prochaine. Voilà, on va avoir petit à petit de la profondeur d'analyse dans le temps. Ce qu'il faut rappeler peut-être dans les 35%, c'est qu'on parle bien des agents généralistes. Là. Donc 35% qui ne sont pas en individuel. On a vu que dans les réseaux spécialisés visiblement, il y a aussi quelques cas d'associations qui peuvent exister, mais c'est probablement moins développé effectivement que pour les réseaux généralistes. On voit encore des agents en EIRL dans l'observatoire. Oui. Après, l'EIRL elle a été supprimée. Elle est juste arrêtée pour la création. Mais d'abord, il faudra gérer le stock de l'IRL pour l'État, et donc il va encore en rester un certain temps. Après, ce qu'on disait, c'est que notre histoire, c'est de l'entreprise individuelle. Mais effectivement, comme l'entreprise individuelle marque un certain nombre de limites, et entre autres de pouvoir faire le choix à l'impôt sur société, c'est comme ça qu'un certain nombre de nos collègues sont passés en EIRL de façon volontaire, sans avoir d'ailleurs à informer leur compagnie, donc c'est un moyen assez facile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces agents d'ailleurs qui se structuraient à 2, à 3, regarder l'ensemble de leur activité et des outils potentiels, et entre autres le choix de l'impôt société en était un. Donc la loi indépendante l'a supprimé le 14 février, mais ça subsiste en fait, elles peuvent continuer à vivre, c'est ça ? Donc, premièrement, elles peuvent continuer à vivre, et puis deuxièmement, aujourd'hui, elles renforcent peut-être l'entrepreneur individuel sur un certain nombre de sujets, donc c'est qu'avec Grégoire et les services de la Fédération, on est très actifs auprès des services de l'État administratif pour effectivement appuyer sur un certain nombre de sujets. On en connaît déjà qui viennent... en tout cas, on connaît des décrets qui viennent de sortir et qui sont plutôt favorables à la profession, comme possibilité demain d'amortir son fonds son indemnité, son portefeuille, on appelle ça un portefeuille. Et puis, elle va aussi nous donner, on espère,
demain la possibilité de pouvoir exercer comme on le veut, et donc pourquoi pas en SARL pour ceux qui en auraient le projet. Donc on travaille tout ça effectivement avec la fédération, et on est très acteurs auprès de l'État sur l'évolution de cette loi. Grégoire, prenons un peu des temps longs, etc. On avait bien un exercice individuel, profession libérale classique, cette opportunité qui date il y a quelques années de protéger une partie du patrimoine personnel, donc c'est un premier pas. L'EIRL, c'est une demi-SARL, entre guillemets. Je ne suis pas aussi bon spécialiste, aussi bon fiscaliste que Maître Pied. Et voilà, on voit bien que sur des temps longs, on n'a qu'une banalisation peut-être au niveau des outils juridiques de l'exercice de la profession libérale, ou une modernisation, ça dépend où on se fait dire, mais on voit bien que ces différents statuts juridiques se développent dans d'autres professions, peut-être qu'Arnaud nous dira, mais on voit bien qu'il y a un moment sur une vingtaine d'années de modification, d'approche plus entrepreneuriale, et notamment dans ces modes d'exercice. Et l'une des pistes, c'est ce que dit Jean-Charles, c'était la dimension SARL, mais tout le monde ne va pas exercer en SARL, mais on voit bien que cette sophistication des outils et une adaptation au profil de chacun. Donc on a une variété, je pense que demain, là je joue un peu aux oracles, je me lance, on aura une variété des modes d'exercice, je pense, encore plus important, parce qu'il y a plus d'outils. Il y a plus d'outils à disposition. Il y a plus de situations particulières. On va parler du chiffre d'affaires des agences, la rémunération des agents généraux, des commissions. Qu'est-ce que l'Observatoire révèle, Jean-Charles Pied, et comment vous interprétez les chiffres que vous allez nous donner ? Là aussi, il a confirmé ce qu'on pressentait, puisque effectivement, là, on avait quand même un peu de proximité avec la CAVAMA qui nous donnait des chiffres annuellement. Mais voilà, il conforte que l'agence est en train de se structurer, qu'elle vit effectivement autour d'un agent,4 de moyenne. Voilà, donc c'est plus, on sort de cette histoire. On était un peu quelque part, on venait dans ce métier. On sort de l'histoire de l'agent tout seul, c'est ça. Oui, l'agent tout seul, cette profession libérale, très souvent de père en fils. Vous voyez, on rentre dans un moment, mais qui est le moment aussi de beaucoup de TPE aujourd'hui, mais voilà, on est dans un moment plus professionnel, donc ça se structure, il y a des besoins. Voilà, et de fait, forcément, les chiffres d'affaires sont plus élevés. Donc aujourd'hui, 1,4 de moyenne dans les agences, 3,8 collaborateurs, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que voilà, c'est fini un peu cette petite agence qui tournait, voilà, il y a des besoins, il faut répondre, on veut cette proximité, et puis donc il y a cette professionnalisation quand même qui est là, présente, la réglementation qui est arrivée, qui demande du monde. Donc aujourd'hui, 500 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, dans une agence moyenne, pour 1,4 avec 3,8 salariés. C'est une belle image, moi je trouve que voilà, on est dans une belle progression, c'est d'ailleurs aussi certainement pour ça qu'on inverse la courbe aujourd'hui, avec d'autres raisons peut-être, mais une raison principale, c'est quoi là, on se professionnalise, on va être là, on sera là demain avec au moins nos 12 000 agents. Donc des chiffres d'affaires, pardon Grégoire. C'était aussi un lien qu'on fait parfois pour examiner le dynamisme d'une profession, traditionnellement, et on l'a fait pour les agents, mais d'autres professions, on regarde le nombre. Donc on sait qu'il a baissé sur les 40 ans. Mais si on met en parallèle la baisse du nombre nominal d'agents généraux chez l'entreprise, mais l'augmentation du personnel en agence, je suppose qu'on doit arriver à des choses complètement différentes. Donc c'est mettre en parallèle cette augmentation du nombre de collaborateurs moyens. Voilà, on a des entités économiques qui ont, au global, agents plus collaborateurs, je pense sur la période augmentée. Sur les 20 ans, voilà. Et qui explique aussi cette augmentation du chiffre d'affaires, voilà, moyen. On a une progression du chiffre d'affaires par rapport au recul que nous avons. Pardon ? Très net. Vous avez un ou deux chiffres, donc on passe de combien à combien ? On arrive à 500 000, vous l'avez dit ? On arrive à 500 000 aujourd'hui sur l'agence moyenne photographie. Attention, 500 000 pour un agent,4. Donc ça, on a vu que les chiffres, il faut les prendre. Voilà, parce qu'on a la tout le temps est importante. Oui, voilà, parce qu'on a beaucoup parlé du chiffre moyen par agent. Donc aujourd'hui, on parle maintenant de l'agence. Dans le cas présent, on est plus. D'ailleurs, vous voyez, on change aussi nos positions et nos approches, puisqu'aujourd'hui, on parle bien d'une agence, d'une entreprise. Vous voyez, alors qu'avant on avait tendance à ramener ça à l'agent. Donc longtemps l'agent a été voilà, moi je l'ai connu tout début il y a une dizaine d'années, on parlait de 220, 230, 250 000 euros. Voilà, aujourd'hui par agent, bien sûr. Et donc aujourd'hui il est autour de, quand vous faites 500, disait, je sais plus, ça fait 330 ou 340 000 euros de chiffre d'affaires moyen. Donc une nette quand même augmentation. Et le revenu, alors pour le coup de l'agent général, lui il a suivi cette même progression ? Voilà, le revenu augmente aussi. Voilà, mais
Moins vite. Ça va beaucoup moins vite que le CA, mais c'est normal parce que, je vous dis, cette professionnalisation, cette réglementation, cette relation en eau demandante, aujourd'hui, c'est plus dans l'arrière-cuisine. J'exagère un peu, mais je veux dire, voilà, c'est une agence qui a pignon sur rue, qui doit se refaire tous les 7-8 ans parce que, voilà, elle a une vitrine. Donc, on a tous ces coins aiguilles, on a des transferts de charges. C'est d'ailleurs un petit sujet politique aujourd'hui entre nous et la Fédération de l'assurance. Voilà, parce que, aujourd'hui, effectivement, des choses qui sont arrivées chez nous ou des choses que l'on payait, comme un certain nombre de licences et choses comme ça qu'on n'avait pas. Donc, je pense quand même que les CA ont été plus vite que l'évolution du revenu. Maintenant, après, Arnaud le disait tout à l'heure, on reste dans une profession avec des revenus quand même qui sont des beaux revenus. Donc, on espère demain encore séduire de nombreux agents à nous, en tout cas de nombreux entrepreneurs à rejoindre notre métier. D'accord. Peut-être la progression et les éléments, quand on regarde l'augmentation du chiffre d'affaires, du commissionnement, par exemple, depuis 2015, on est à plus 7%. Alors, ce qui est positif... Des revenus. Là, je suis sur le commissionnement. Non, le commissionnement. Donc, ça augmente, oui. Donc, il n'y a pas de décrochage. 16% depuis... 7% depuis 2015. 7%. D'accord. Oui, mais aussi, on a un puissant moteur dans l'économie de l'assurance, c'est l'augmentation des primes d'assurance. Voilà, donc c'est juste pour être honnête, parce qu'on essaie d'avoir ces chiffres-là. On est sur une progression qui est, je dirais, il y a un effet volume, beaucoup, qui est lié donc à l'inflation, parce qu'on est finalement sur ces 6 ans d'examen, 2015-2021, l'effet sur le commissionnement, c'est grosso modo un petit peu plus que l'effet de l'inflation. D'accord, voilà. Donc ça mérite d'être clair. Hein. Maxime, vous voulez... Oui, juste pour compléter sur le fait que, en plus, ça serait parti sur un peu plus d'agents. Oui. C'est-à-dire que là, 7%, c'est la commission moyenne d'une agence. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on commence à avoir à nouveau une croissance du nombre d'agences depuis 3-4 ans. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires global porté par les agents généraux aujourd'hui d'assurance a un petit peu plus cru que les 7% qu'évoque Grégoire, ce qui explique l'attractivité d'ailleurs, hein, c'est un effet un peu boule de neige positif d'une certaine manière, l'attractivité de la profession. Elle se professionnalise, elle a plutôt une activité qui est porteuse, elle est sur des segments, les professionnels ou patrimoine, qui sont aussi plutôt des segments en croissance, qui ne sont pas forcément complètement saturés non plus, puisqu'on sait que le marché des professionnels n'est pas saturé, même s'il y a de plus en plus de concurrence qui s'intéresse à ce marché. Mais aujourd'hui, les agents généraux ont une longueur d'avance par rapport aux autres concurrents comme les MSI ou les banques assureurs qui s'intéressent de plus en plus à ce segment. Alors ce qu'on apprend aussi dans cet observatoire, c'est que les agents généraux font 4,2% de courtage. J'allais dire seulement, 3 petits points. Jean-Charles Pied, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une question qui est, pour moi, il est facile. Pardon ? Il est facile de répondre à cette question. Non, mais on est tellement attaché à notre mandante, contrairement à des fois à ce qu'elle pense. Non, mais c'est pas surprenant, les 4,2%. Non, c'est pas du tout surprenant. Les agents généraux, les agents généraux aujourd'hui sont des entrepreneurs très fidèles à ce contrat qu'ils ont avec leur mandante. Je le disais un peu en introduction, on est très attachés, on porte un maillot. Voilà, alors on porte bien sûr le maillot de l'agent général préalablement, mais derrière on porte toujours un maillot d'une compagnie au final, avec les hauts et les bas d'une relation. Donc on est très fidèles. Et au bout du compte, enfin là je vais un peu personnaliser l'intervention, mais moi j'ai toujours des difficultés à faire du courtage entre guillemets accessoires, comme on appelle, parce que c'est toujours compliqué. On va avoir affaire demain, dans notre volonté d'avoir un service après-vente de bon niveau, on aura affaire à des gens avec lesquels on n'a pas trop l'habitude, on ne sait pas trop travailler. Donc voilà, donc de nature aujourd'hui, l'agent général, voilà, il porte les produits de sa compagnie. Et donc quand il y va, de toute façon, c'est parce que sa compagnie n'arrive pas vraiment à trouver la solution et ça l'embête plus que ça le ravit. Et sur ce point-là, ce qui est intéressant sur le sujet du courtage, là, avec justement ces données, on met sur la table une donnée objective qui vient d'ailleurs d'un de nos partenaires tiers, c'est GPA pour le nommer, pour dire voilà, arrêtez le fantasme du côté des directions réseau des compagnies. Plus ou moins suggéré arrêtez dans ma les question. fantasmes. Moi je l'appelle du courtage défensif, entre guillemets. C'est quand la compagnie ne fait pas, ne fait plus, et le client est équipé. Voilà. C'est ce qu'on voit au quotidien. Il faut garder le client. Voilà. Donc ça permet de dépassionner le débat et voilà. Et il y a tout intérêt et à travailler avec sa mandante au niveau système d'information, connaissance des produits, sécurité, s'il y a un pépin, relation avec les services sinistres, etc. Évidemment, c'est toujours plus confortable. On va parler dans la deuxième partie de cette émission du financement, de la transmission, etc. C'est un gros sujet, c'est un vrai sujet. Le mode d'exercice, comment le transformer éventuellement, mais on va pas vous abreuver de chiffres. Je vous rappelle qu'effectivement, vous pouvez consulter tous les chiffres via une infographie sur le site d'AGA ou sur les réseaux sociaux d'AGA. Mais un dernier chiffre sur le sujet, effectivement,
effectivement de l'agence. On a un chiffre d'affaires de 133 000 € par collaborateur. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles? C'est correct, pas correct? Ça vous a surpris ou pas? Je le pensais un petit peu plus bas, en fait, réellement. Je trouve que c'est un chiffre quand même qui est confortable pour travailler. Aujourd'hui, notre métier... Au final, notre métier, quand même, l'investissement, c'est la ressource humaine. On n'a pas besoin, voilà, après, une fois qu'on a son bureau, un peu d'outils, mais j'ai envie de dire que ce qui fait la force de notre activité, de l'entrepreneur que je suis, moi, c'est forcément mon équipe. Voilà, et donc, à 133 000 € aujourd'hui, on sait bien que des fois, quand on discute un peu sur des projets d'installation, voilà, dès qu'on dépasse les 100 000, globalement, on doit pouvoir à la fois amortir, recruter, former et bien servir son client. Donc je pense que 133 000, c'est un chiffre qui est vraiment intéressant. Ça veut dire aussi que nos collègues, il y a des fois, qui ont toujours ces doutes, vous savez, de l'investissement, malgré tout, comme c'est dans la ressource humaine, un CDI, ça paraît long, est-ce que je vais le faire, je le fais pas, est-ce que j'anticipe? Ouais. Moi, je trouve que c'est un chiffre qu'il faut qu'ils lisent comme un chiffre confortable et qu'ils aient pas peur. On en parlait encore ce midi avec Grégoire en préparant cette intervention. Voilà, aujourd'hui, on est comme dans toutes les professions, hein. Recruter, c'est pas si facile que ça. J'ai envie de leur dire, vous avez de la marge, il faut investir. Ce 133 000, il est confortable. Et donc, allez-y, pour être là demain, il faudra qu'on soit encore plus professionnel, donc il faudra qu'on soit staffé, on le sait. Donc voilà. Donc un bon chiffre. On verra s'il se tient, mais en tout cas un bon chiffre. On rappelle que c'est le chiffre d'affaires par collaborateur, hein, ramené à un collaborateur. Hors agent. Pardon ? Hors agent. La précision est importante. Oui, tout à fait. Arnaud, par rapport à d'autres secteurs, le but c'est pas toujours de se comparer, mais ça vous paraît correct, pas correct, ce chiffre d'affaires ramené avec, oui, je pense qu'il faut absorber des coûts salariaux qui sont, je pense qu'on paye correctement les gens chez les agents généraux d'assurance, les salariés. Je pense qu'il y a un coût qui est largement absorbable, si je puis dire, par les 130 et quelques mille euros qu'on vient de citer là. 133 000, oui. Alors c'est difficile de comparer avec d'autres professions. Je pense que des professions de santé notamment, c'est un petit peu plus difficile. Mais si je prends la pharmacie d'officine, qui est un peu le repère que nous pouvons avoir dans une logique un peu commerçante aussi, c'est assez proche. C'est assez proche. La marge n'est pas la même non plus, hein, mais voilà, je parle de marge là parce que c'est par rapport à la marge. Bien sûr, oui. Ce sont des primes nettes donc. Voilà, donc je pense que c'est important. Et ce que je trouve aussi très important, et ça on l'a dit, c'est le mandat en fait. Hein. C'est le mandat qui donne toute la solidité à la relation entre l'agent et la compagnie. Et aujourd'hui, je parlais du diplôme en introduction, mais les compagnies aussi choisissent les agents de manière extrêmement sélective. Et c'est aussi un élément rassurant dans la relation qu'on peut avoir en matière de financement, quoi. Beaucoup d'agents se posent des questions sur leur modèle économique. Ils veulent faire évoluer pour certains leur mode d'exercice, faire grossir leur activité. D'autres veulent transmettre. Concernant le mode d'exercice, Grégoire Dupont, que faut-il conseiller? Est-ce que vous avez quelques conseils à donner en termes de statut, d'organisation, de modèle économique? Il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de mode d'exercice unique. C'est vraiment en fonction du point de départ de l'agent, que ce soit un nouvel agent ou un agent qui est en situation de reprise. Est-ce qu'il est dans l'univers des agents vie en pur développement? Est-ce qu'il est en reprise? La reprise du portefeuille est-elle sur un portefeuille de taille soutenable facilement au plan financier? Est-ce qu'ils sont deux à reprendre? Est-ce que la personne a un patrimoine suffisant personnel ou une capacité d'endettement? Donc, il n'y a pas de modèle type. Il n'y a pas de standard, en fait. Il n'y a pas de standard. Par contre, il faut bien que l'un des jobs de la fédération, c'est bien que toutes les options de la boîte à outils soient bien sur la table et que, surtout, l'agent général, quelle que soit cette situation, en reprise, en transmission, etc., il ait tout en tête pour voir quel est l'outil le plus pertinent. Mais que ce qu'on souhaite, nous, c'est que tous les outils soient ouverts. Et notamment, Jean-Charles l'avait évoqué, et je me permets de le redire, c'est un gros travail du moment, ceux qui souhaitent exercer en association, qu'ils aient bien la case SARL ouverte. Ça, là, il y a du boulot. D'accord. Par rapport, là, il y a du boulot de convaincre les compagnies pour dire les choses. Voilà, mais qu'on ait bien toutes ces options. Même si il est certain que les options pour les agents qui reprennent des portefeuilles avec des options IS à l'impôt sur les sociétés sont évidemment plus pertinentes. C'est une famille de solutions. Faire naturellement le calcul est vite fait avec les experts comptables ou avec les divers conseils qu'elle peut avoir un agent général.
Par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres professions, c'est vrai que le IRL on rencontre pratiquement pas ailleurs. Après, il y a les sociétés d'exercice libéral qu'on trouve dans d'autres natures de professions, mais en fait, c'est le copier-coller il y a la CELARL, donc il y a de la SARL, et je pense que demain, si on veut vraiment avoir des agences qui grossissent par association et par regroupement, la SARL peut représenter un excellent vecteur, mais c'est un point de vue personnel. C'est une possibilité concernant donc le financement de la croissance ou de la transmission. Arnaud, vous l'avez expliqué tout à l'heure, Interfimo est un organisme de cautionnement. Vous accompagnez les besoins de financement des agents généraux, d'autres professions, mais aussi des agents généraux. Rapidement, comment cela se passe? Quelles sont les possibilités et vos conseils sur ce sujet? Oui, les possibilités sont multiples. Alors, on va parler surtout là de la transmission, en fait, de l'acquisition d'un portefeuille. Je pense qu'il est de plus en plus rare qu'on crée un portefeuille ex nihilo aujourd'hui, même si ça existe encore un petit peu. Mais voilà, en vie, oui, mais en IARD, je pense que ça n'existe plus pratiquement. Enfin, je pense pas. Quelques réseaux qui essayent, mais c'est difficile. C'est difficile. Voilà, donc en fait, donc je pense que la logique aujourd'hui, on voit ces agents qui commencent à se regrouper, 1,4, bientôt 2 peut-être. Voilà, et donc en fait, c'est d'identifier au sein de son cabinet, de son agence, d'identifier peut-être les collaborateurs à potentiel qui ont la capacité un jour à devenir agent et de les associer progressivement. Alors ça, c'est une idée, c'est une hypothèse, mais c'est ce qu'on commence à rencontrer de plus en plus. Je parlais de la pharmacie d'officine tout à l'heure. Il y a un adjoint dans la pharmacie qui a son diplôme et on va l'associer progressivement 10, 15, 20%, de manière à ce qu'il puisse progressivement, voilà. Et donc l'idée, c'est de commencer à penser transmission, non pas à 64 ou à 65 ans, mais dès qu'on a 45 ou 50 ans, de manière à pouvoir pas forcément transmettre tout de suite, mais prévoir une transmission progressive. C'est un conseil que je donne. Et ça facilite bien sûr l'accès au financement pour ceux qui vont reprendre ces actions ces parts de la structure, voilà, de l'agence. On peut même ajouter un élément, mais qui est peut-être pas dans l'esprit de la transmission, mais c'est que dans la période où il est aussi difficile de garder des collaborateurs, la part B, c'est aussi un moyen d'amener un collaborateur dans la vie de l'entreprise, à l'Assemblée Générale et tout ça, ça permet peut-être à un moment de le déclencher vers la transmission. Donc c'est vrai que c'est important. On va en profiter. Comment ça se passe pour quelqu'un qui a besoin d'un financement, par exemple? Concrètement, en fait, ça se passe bien en général. Oui. Voilà, il faut. Alors, l'idée, c'est de créer un petit apport. C'est-à-dire que quand on a 40 à 45 ans, puisque c'est un petit peu à cet âge-là qu'on s'installe la plupart du temps, on a déjà en général un petit capital. C'est bien d'avoir 15 ou 20% du montant du besoin. Bon, c'est bien. Et après, donc tout simplement, il y a la valeur du portefeuille. Elle est là, 1,3. Enfin, je peux dire ça. Elle est 1,3, 1,4. Voilà. Et en fait, il y a la rentabilité que va dégager ce portefeuille qui est relativement stable. Alors, ça dépend forcément des compagnies, mais globalement, il y a une forme, on l'a vu, la marge, elle est à peu près stable. Il y a une marge moyenne en tout cas. Et donc, voilà, tout simplement, cette rentabilité qu'on va dégager une fois des déductions faites des revenus attendus par l'agent lui-même, va permettre d'assurer le remboursement. Et en fait, tout simplement, on va faire un business plan et on va regarder la capacité de remboursement. Étant entendu que la norme, la règle, c'est 7 ans. Mais il n'y a pas de règle absolue. Voilà, c'est-à-dire qu'on va rembourser en 7 ans. La rentabilité de l'agence permet normalement le remboursement en 7 ans du prêt principal qui va représenter 80-85% ça, c'est du classique, besoin. C'est classique. Alors on peut monter à 10 ans. On peut monter à 10 ans, mais il faut mieux que ça passe à 7. Ça paraît court, non, spontanément comme ça, non? Oui, mais la valeur du portefeuille n'est pas énorme, entre guillemets. Enfin, elle est suffisante, mais elle n'est pas énorme. Donc en fait, voilà, si on veut comparer avec, par exemple, prenez la biologie, aujourd'hui ça vaut 300% du chiffre d'affaires, la biologie. Donc forcément, on ne peut pas le financer à 7 ans aujourd'hui. Mais voilà, donc voilà, c'est juste pour comparer un petit peu. 7 ans, c'est normal pour de l'incorporel. Voilà, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin, étant entendu qu'il arrive aussi qu'on finance, et ça c'est un élément aussi qui est assez récent, ce qu'on appelle les OBO, les Owner Buyout, c'est-à-dire qu'on rachète son propre portefeuille. On était un entrepreneur individuel, on va créer sa structure. Qui va elle-même racheter mais on va racheter son propre portefeuille. Son portefeuille. Permet de se dégager du cash. Mais là, il ne faut pas dépasser 7 ans parce que là, ça veut dire qu'on survaloriserait le portefeuille avec tous les risques que ça représente. Voilà. En tout cas, vous êtes quelques éléments très, très concrets et très clairs. Grégoire Dupont, sur cette partie transmission, financement. Alors, financement, donc bien ces précisions-là, au-delà aussi, et on l'a vu avec les équipes d'Interfimo et au-delà, c'est plutôt les agents en reprise d'activité.
on a bien un challenge qui est d'expliquer aux financeurs les mécanismes sous-jacents de cette profession. Le mécanisme du commissionnement n'est pas immédiatement pris en compte par l'ensemble des financeurs et des banquiers, etc. Donc on a aussi cette logique-là on a un petit module en commun, d'ailleurs Interfimo, sur comment convaincre son banquier. Voilà. Donc on a aussi comment convaincre son banquier. D'accord. Voilà. C'est qu'on fait de formation qu'on diffuse en fait au sein de... C'est pas pour les prêts à la conso ou les prêts immobiliers, mon cher, c'est pour les prêts professionnels. Voilà. Et donc on a ces deux travaux avec Interfimo sur vers du financement via Interfimo, pour être clair, mais aussi et merci de ce rôle-là, ce rôle aussi de comment est-ce qu'on fait pour convaincre, expliquer. Business plan, voilà, tout simplement en fait. Montrer qu'on est un entrepreneur et qu'on sait où on va. C'est tout. On sait où on va. Donc ça, c'est des éléments importants pour la transmission de son portefeuille, éventuellement le rachat de son portefeuille. Vous l'avez évoqué, sa croissance en général. Alors on a parlé beaucoup de chiffres quand même. Donc on va essayer maintenant de prendre peut-être un petit peu de qualitatif, de commentaires plutôt sur ces éléments-là. Quelques verbatims, peut-être. Comment vous avez ressenti, peut-être Grégoire, tous ces chiffres-là qui sont arrivés, ça donne quoi en tendance, en appréciation, vous qui connaissez bien les agents généraux? Plus donc en appréciation personnelle, parce pour le coup, on était sur du chiffre et de la data hard sur tout ce qu'on a fait. Comment dire, moi, les mots qui me viennent en tête, c'est solide, sérieux, et optimiste. Ils sont optimistes, c'est cette sensation que vous avez eue Oui. Dans cet univers économique un peu très chamboulé, on ne sait pas de quoi demain sera fait, l'inflation, etc., les marchés boursiers, les ralentissements économiques, les chaînes d'approvisionnement perturbées, etc., un monde un peu anxiogène, plutôt raisonnablement optimiste ou optimiste et raisonnable. C'est vraiment les idées que j'ai en lisant ces statistiques, parce qu'effectivement, c'est une profession résiliente, solide. Ils pensent recruter aussi un petit peu, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas pu donner tous les chiffres. Ils ont déjà bien recruté, ils pensent. Déjà bien recruté. Bon, alors évidemment, les leviers étaient là, mais l'alternance, aujourd'hui même l'accompagnement dans des deuxièmes vies, on est en train de mettre en place une licence. Donc je pense qu'on est bien présent dans ce monde. En fait, il y a quand même, et peut-être qu'on peut le ressentir derrière le travail qui a été mené sur l'entrepreneur individuel, mais je pense qu'aujourd'hui, le Covid a démontré quand même qu'on avait une agilité, qu'on avait une proximité qui était vraiment très intéressante, une bienveillance d'ailleurs, combien de collègues pendant le Covid au final fermés au public ont passé des coups de fil à leurs sociétaires ou à leurs clients juste pour savoir comment ils allaient, tout ça, c'était incroyable. On avait plutôt la tendance à faire un appel pour vendre un produit complémentaire. Donc je crois qu'on a vraiment trouvé notre place et je pense que ça renforce l'agent général, le vieil agent général, entre également les bonnes valeurs du vieil agent général qui était quasi le médecin local, qui connaissait bien la famille, qui l'assurait et les biens. Donc, et vous, Jean-Charles, vous avez une vision en termes de... Après, moi, j'ai un tempérament. Donc, derrière mon tempérament, Grégoire a parlé d'optimisme. Moi, je suis vraiment... On avait senti qu'il y avait des choses qui changeaient. Moi, je fais partie du groupe de travail sur, par exemple, le MBA. On avait vu que dernièrement, de grandes compagnies comme AXA redonnaient une vraie valeur à l'agent général. On l'avait pressenti. Les recrutements et tout ça. Et aujourd'hui, de nombreuses compagnies, Generali aujourd'hui. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, moi, bien sûr, derrière, la mienne a toujours cru qu'à ce mode de distribution. Donc j'étais pas vraiment inquiet. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on a une place comme jamais on l'a eu. Il faut qu'on la saisisse et on est quand même attendu au tournant de la professionnalisation. Donc ce moment de l'observatoire est important, il nous rassure, il démontre qu'on est là économiquement, qu'on a certainement passé une période difficile, mais elle est derrière nous et que c'est pour nous demain le reste du gâteau. Donc pas d'euphorie, mais de l'optimisme, raisonné peut-être, non, d'une certaine façon. En tout cas, les chiffres, Maxime voulait apporter votre conviction. on va compléter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Non, mais je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est que l'enquête a été conduite sur le mois d'avril de cette année. On ne peut pas dire que le mois d'avril de cette année n'était pas anxiogène. Et pour autant, on a 40% des agents qui nous disent qu'ils anticipent une hausse de leur activité de façon assez significative dans les 3 prochaines années. D'accord. Donc 40% qui prévoient une croissance entre 5 et 15, plus de 5%, et même 10%, plus de 15%.
C'est quand même significatif. J'ai pas suivi, Maxime. Trop de chiffres là. Pardon, trop de chiffres, tu le chiffres. Donc 40%. 40% au total qui pensent que dans les 3 prochaines années, ils vont avoir une croissance de leur chiffre d'affaires de plus de 5%. Et dans ces 40%, il y en a même 10% qui pensent que ça sera supérieur à 15%. Alors ça, c'est les 40% qui voient une vraie croissance de leur activité dans les 3 prochaines années. Les 60% restants voient une activité qui va rester plutôt stable. Donc c'est pas des agents qui voient une activité qui va décroître en fait. Donc c'est soit stable à 60%, soit en croissance à 40%. Dans un moment où l'enquête était dans une zone d'incertitude quand même, on pourrait dire. Alors, je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Charles. On a le sentiment que depuis quelques temps, alors vous l'avez lié peut-être à la période du Covid, on voit une forme de renouveau des attentions, en fait, on va appeler ça comme ça, des marques vis-à-vis de leur réseau d'agents généraux. Maxime, Jean-Charles en a un petit peu parlé, en disant que... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez cette vision sur l'ensemble de la... Ce qu'on voit depuis quelques années, ça se matérialise dans les chiffres, effectivement, de retour à la croissance du nombre d'agents généraux généralistes, c'est que la plupart aujourd'hui des compagnies qui ont des réseaux d'agents généraux sont repartis dans une logique d'ouverture d'agences, en solde net, j'entends. Ça, c'est les chiffres encore. Ça, ce sont des chiffres qu'on constate dans tous les réseaux. On voit par des signes de marché aussi cet investissement. Jean-Charles parlait de Generali qui rachète la Médicale, qui était dans le groupe de Monsieur Loubier. On voit aussi que Telem a annoncé qu'ils ont dépassé le seuil de 300 agences. Ils étaient à 250 il y a quelques années. Et tous les autres réseaux sont dans cette dynamique-là. Donc il y a vraiment un nouvel engouement des compagnies qui ont des réseaux d'agents généraux pour effectivement accompagner ce réseau dans le développement de leur activité. C'est juste l'effet Covid ou c'est simplement la matérialisation concrète qu'on n'oppose pas le digital à la proximité Moi je crois, d'abord on se l'est déjà dit, il y a une démonstration que le tout toile ne marche pas. 2 points, 2 points et demi. Moi je pense aussi qu'il y a un vrai sujet, qui aujourd'hui met tout le monde autour de la table sans discussion, c'est la réglementation. Et donc de fait aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont mieux à l'agence quelque part. Peut-être parce que d'abord ils sont dans une gestion plus petite et donc peut-être moins en danger que dans des grands groupes et tout ça. Donc pour moi vraiment la réglementation, l'effet Covid effectivement, et puis aujourd'hui notre professionnalisation. Ça c'est l'enjeu d'aujourd'hui, de demain. Mais ça paye déjà. Ça paye déjà, d'accord. Moi je pense. Ça a déjà été enclenché de façon très, ça paye déjà, très large. On l'a dit, les chiffres, on ne va pas les répéter, mais la structuration, et puis, alors ils ont certainement été acteurs d'ailleurs, puisque malgré tout, ils ont aussi cassé quelques systèmes de nomination. De recrutement. Aujourd'hui, on n'est pas automatiquement, parce que je suis le fils de, automatiquement agent général. Je dois avoir, alors, on n'a pas une règle complètement parfaite sur la capacité à l'entrée de ce métier, sur le niveau, mais ceci étant, les compagnies en mettent quand même une forme de garde-fou pour dire, aujourd'hui, pour être agent général, il faut être entrepreneur, on se l'est dit depuis le début, il faut quand même une capacité sur un certain nombre de sujets juridiques, et puis il faut savoir piloter socialement une équipe. Nous, on est depuis, j'ai jamais vu autant de stages de management à la Mutuelle de Poitiers, par exemple, pour laquelle je travaille. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que tout ça, ça a été senti, c'est avancé collectivement, aussi avec les syndicats verticaux, nos collègues, qui ont très bien compris ces enjeux. Donc aujourd'hui, on est plus que jamais présent et on sait qu'on coûte, entre guillemets, je ne sais pas si on peut se le dire, mais parce qu'on le sort un peu moins dans le chiffre, mais aujourd'hui, c'est un moyen qui ne coûte pas si cher que... qui a des fois été dénoncé, je ne sais pas comment prendre les bons mots, mais qui a des fois été dénoncé, qui est un moyen économiquement très intéressant de gagnant-gagnant pour les agents généraux et les compagnies. Et leurs compagnies, donc un renouveau des attentions, peut-être aussi une nouvelle attractivité du métier, non, qui se dessine derrière les chiffres de cet observatoire ou pas, Maxime ? Oui, la professionnalisation dont a parlé Jean-Charles, le fait que les compagnies réinvestissent sur leur réseau d'agents généraux, le fait que surtout la profession a réussi sa mue en fait, parce qu'il y a quand même 15-20 ans, on se posait des questions sur l'avenir du modèle d'agent général. Aujourd'hui, je pense que plus personne se pose la question sur l'avenir de ce modèle, parce que les agents généraux ont réussi à faire la transition vers le marché des professionnels. Ils réussissent maintenant vers le marché des assurances vers les métiers, les produits des assurances de personnes, vers l'assurance vie. Donc les pros, ils l'ont plutôt pris au courtier. L'assurance vie, c'est plutôt aujourd'hui au CGP. Mais on voit qu'ils savent vendre ces produits-là, s'adresser à ces clientèles-là, et qu'en fait, ils savent même mieux que la plupart des autres réseaux qui existent. Donc, c'est clair que c'est un métier aujourd'hui qui a une attractivité importante.
Il nous reste 2 ou 3 minutes à passer encore ensemble. On va peut-être parler des prochaines étapes de ce premier observatoire. Hein, on le rappelle, hein, c'est la première fois qu'il a été réalisé. Grégoire Dupont, c'est quoi les étapes d'après? Alors, on a tout... Bon, il y a l'étape de l'année prochaine, faire une V2. Voilà. Bon, il faut exploiter ces chiffres, les faire vite. Donc, on a un gros enjeu de communication au niveau des agents généraux, au niveau de la place, au niveau des compagnies, au niveau de l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a toute une dimension, je dirais, collective, France Assurance et les réseaux, et notamment outiller les unions professionnelles verticales, donc les organisations de marque, pour pouvoir challenger, voilà les données macro, toute la profession, et dans le réseau, voilà les données. Ça peut permettre d'avoir des éléments de discussion, de comparaison, etc. Ensuite, c'est l'aspect individuel. On a comme projet aussi, justement, dans les agents en situation de reprise, donc ils ont un portefeuille qui est, dans la plupart des cas, proposé par la compagnie, avec, il faut, je dirais, avoir des outils pour challenger un petit peu les chiffres. Et là, on veut outiller, mais ça, c'est devant nous, les repreneurs, pour leur dire, posez-vous la question sur tel ratio qu'on a évoqué, le ratio, par exemple, sur le personnel. Bah, voilà ce qu'on a, nous, en moyenne. Vous, il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus bas. Il y a un sujet. Donc, c'est aider, mais là, on a le travail qui est devant nous, aider les repreneurs dans cette situation-là, et puis faire vivre le partenariat Interfimo sur la base de ces chiffres. Voilà un petit peu les 3 enjeux que nous avons de mise en œuvre, d'utilisation de ces données. Je crois que le rapport complet sortira courant juillet. Tout à fait. Pour ce premier observatoire, hein, c'est la prochaine étape de l'ensemble du rapport. On arrive au terme de cette émission. Jean-Charles Pied, quels sont vos mots de conclusion après autant de temps passé sur les chiffres de cet observatoire? Je crois que notre volonté forte, c'est toujours la même qui nous anime à la fédération. Le moment où vous avez la chance, comme je l'ai en ce moment, de participer à ce comité directeur et de pouvoir travailler sur des sujets politiques ambitieux, importants. Je veux vraiment que nos collègues nous entendent. C'est important. L'observatoire, on ne s'est pas fait plaisir. C'est important. Grégoire vient de le dire, on a besoin de tout ça parce que les enjeux de demain, effectivement, les 2 enjeux de demain, c'est le financement, c'est nos structurations, c'est tous ces éléments-là. Et pour être encore plus fort dans la relation avec la Fédération de l'assurance, on a besoin vraiment de se connaître. Donc, on a besoin d'eux. Faut que tout le monde plus que 1000, hein. Tu vois, plus que 1000, parce qu'effectivement, 1000, ça même nous a... Même si c'est un bon chiffre, quand même. Ça nous a laissé sur notre faim avec Maxime, Grégoire, dans le travail. Non, il y a peut-être une question de délai. En tout cas, on les attend tous. Je les regarde là. Il faut que vous répondiez la prochaine fois à raison de 2-3 000. On avait un peu challengé d'ailleurs les verticaux et puis les régions pour dire voilà, c'est important d'avoir tout ça. C'est plus que jamais important. On n'en fait pas la démonstration, mais en tout cas, on en voit aujourd'hui tous les fruits possible au travers ces quelques chiffres. C'est indispensable d'avoir un observatoire sur son propre métier. On encourage vraiment tous les agents généraux qui nous regardent l'année prochaine à venir contribuer et alimenter ce très bel outil qui est un outil de marché désormais, enfin qui s'installe comme un outil de marché, un outil de comparaison, une vigie en fait sur la profession d'agent général. Messieurs, on a terminé ce plateau. Merci de votre présence. Merci à tous les agents généraux et leurs collaborateurs qui ont regardé cette émission. N'hésitez pas d'ailleurs à recommander cette diffusion à vos confrères, à vos collaborateurs. Elle repassera en replay sur la chaîne YouTube d'AGA ou sur ce site sur lequel vous êtes connectés en ce moment. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt et portez-vous bien.